Voilà, on se croise sur le plateau de LCP. François de Rugy, bonjour, député écologiste de Loire-Atlantique, bonjour, président du groupe écologiste à l'Assemblée. Et Guillaume Larrivé, député UMP de Lyon, directeur de campagne pour l'UMP pour les européennes. Messieurs, première question, pourquoi les élections européennes ne parviennent pas à passionner les Français? Qu'est-ce qui manque comme ingrédient pour que les Français ne se mobilisent pas plus pour un enjeu qui est quand même assez considérable et révélateur de ce qui peut se passer dans les années à venir? Moi, j'ai le sentiment que les Français sont en train d'entrer dans le match. On va avoir une campagne assez courte, en effet, une campagne de 15 jours. Ça. Les choses se font dans l'ordre. Il y a eu la séquence des municipales, puis l'installation du nouveau gouvernement. Mais moi, je ressens sur le terrain, peut-être aussi grâce aux médias qui commencent à créer des débats sur cette question, je commence à sentir un intérêt. Ce qui est clair, c'est que la préoccupation numéro 1 des Français, c'est évidemment la France. Les sujets qui concernent leur vie quotidienne. Mais il nous appartient à nous d'éclairer le débat et de montrer qu'il y a un lien très fort avec les questions européennes. Et je pense que la participation sera un peu supérieure à ce que l'on dit. Optimisme partagé par François de Rugy ? Non, pas forcément, parce que d'abord, je crois qu'il y a un problème de conscience de l'enjeu, non pas l'enjeu de l'Europe, etc., mais à quoi sert le Parlement européen ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu flou. Est-ce que le Parlement européen a un vrai pouvoir législatif, comme le Parlement français ou un Parlement national? Est-ce qu'il a un pouvoir pour désigner le gouvernement européen? Mais est-ce qu'il y a un vrai gouvernement européen? Est-ce que la Commission européenne est un gouvernement européen? Les gens savent peu. Moi, je le dis chaque fois que je rencontre et qu'on me pose des questions sur les européennes. Là, il y a quand même une nouveauté. C'est qu'en effet, les députés européens vont voter sur le choix du président de la Commission. Alors, c'est encore un système un peu mixte entre les chefs d'État et de gouvernement et le Parlement. Les conservateurs européens dont fait partie l'UMP en France et les socialistes ont désigné chacun un chef de file. Voilà. L'ancien Premier ministre luxembourgeois pour l'UMP et les conservateurs et l'ancien président du Parlement européen, donc social-démocrate allemand pour les socialistes. Donc là, il y a quand même une plus grande clarté, un intérêt à dire plus il y aura de voix pour telle et telle liste, plus il y aura... Après, je crois que c'est aussi l'Europe, la politique européenne, peut-être plus la politique européenne d'ailleurs que l'Europe en elle-même, qui a beaucoup déçu ces dernières années. Je crois que les Français auraient eu envie que l'Union européenne joue un rôle beaucoup plus important dans la sortie de crise, et on a eu l'impression que c'était plutôt les égoïsmes nationaux qui l'emportaient. Je refuse complètement, pardonnez-moi, l'étiquette conservateur. Nous sommes réformateurs, nous sommes pour une réforme importante de notre pays pour l'adapter aux réalités du monde. La droite et le centre-droit, je préfère en effet. Ok, c'est noté. Alors, messieurs Juncker et Schulz manquent de notoriété en France. Ils ont pourtant des belles carrières. Monsieur Juncker est quand même, se faire de ma part, celui qui a été le plus longtemps Premier ministre dans l'histoire. Peut-être 19 ans, je crois, au Luxembourg. C'est pas l'enjeu numéro 1. Président de l'Eurogroupe. On n'est pas en train d'élire au suffrage universel direct le président de la Commission européenne. Très franchement, si c'était ça, moi je ne m'engagerais pas à fond dans cette campagne. Le vrai enjeu numéro 1, c'est de désigner les députés français au Parlement européen. Qui désigneront le président de la Commission. Qui ensuite s'exprimeront dans un système où il y a les gouvernements. Et c'est ça aussi qui est très, très important, c'est que selon que la voix des Français s'exprimera plutôt à gauche ou plutôt à droite, ça veut dire aussi quelque chose. Très concrètement, moi ce que je ne veux pas pour mon pays, c'est qu'on étende à l'échelle des 28, au fond, le socialisme de François Hollande. Je pense qu'il a fait suffisamment de dégâts en France comme ça, et qu'il ne faut pas l'étendre à l'échelle européenne. Est-ce que je peux résumer d'une manière peut-être un peu caricaturale la campagne? Mais j'avais hier les deux têtes de liste UMP et PS pour l'Île-de-France, et j'ai l'impression que du côté de la droite, on dit oui, il ne faut pas qu'il y ait la politique socialiste qui fait mal en France, et puis du côté de la gauche, ou des écologistes aussi, on dit, oula, il ne faut pas que cette politique de droite continue en Europe parce qu'elle nous a emmenés dans le mur. Est-ce que c'est vraiment... ça peut amener quelque chose, ce débat? Ce qu'il faut quand même dire aux Français, c'est que quand on élit des députés européens, ces députés européens, ils vont pas changer le président et le gouvernement en France. Ils vont, en revanche, travailler pendant 5 ans. On peut déjà regarder ceux qui se présentent, ceux qui ont travaillé, ceux qui ne l'ont pas fait. Et il y en a dans tous les partis. Mais je crois que c'est quand même important que les têtes de liste, quand on voit par exemple que l'UMP présente Madame Morano dans l'Est ou Madame Alliot-Marie dans le Sud-Ouest, c'est quand même pas très crédible par rapport au poids des députés européens qui travaillent au Parlement européen. Monsieur Danjean, qui est un député européen UMP, mais qui travaille, vous l'avez écarté au profit de Madame Morano. C'est pas un très bon signe. C'est tout à fait faux.
faut, c'est qu'au Parlement européen, il faut à la fois des experts techniques et des négociateurs politiques. Et c'est dans cet esprit que les listes de l'UMP étaient montées constituées. Une négociatrice politique, ça c'est nouveau. Nadine Morano, quelqu'un qui a beaucoup de compétences, beaucoup de punch, beaucoup de talent. Et elle fait avec Arnaud Danjean un duo qui est extrêmement performant. Je les accueille d'ailleurs dans mon département vendredi. Mais au-delà de ça, la question c'est qu'en effet, il y avait une majorité de droite ces dernières années, tant parmi les gouvernements qu'au Parlement européen. Donc il y a eu une politique plutôt de droite qui a été menée. C'est logique, c'est la démocratie. Bon, il y a un certain nombre de résultats qui sont pas satisfaisants. Et puis, d'une manière générale, nous, ce que nous souhaitons les écologistes, c'est que les candidats en France, ils disent pas une chose pendant la campagne, puis qu'ensuite ils fassent autre chose. Par exemple, les candidats UMP, ils soutiennent M. Juncker pour être le président de la Commission européenne. Si la droite arrive en tête, eh bien, ils soutiennent M. Juncker. C'est pas la peine de dire mais non, on n'a pas envie de parler de M. Juncker. M. Juncker, c'est en effet l'ancien premier ministre luxembourgeois, le champion des paradis fiscaux. On sait à quoi s'en tenir. Si on vote pour des gens comme ça, il faudra pas s'étonner qu'il y ait une politique qui dira pas touche aux paradis fiscaux. Écoutez, on assume complètement effectivement nos différences. Je veux juste rappeler un léger détail. Je veux juste rappeler un détail, parce que vous êtes en train de dire, grosso modo, que vous n'avez aucune responsabilité dans la gestion de l'Union européenne. Je voudrais quand même rappeler que depuis 2 ans, le chef de l'État en France s'appelle François Hollande, que vous avez participé à son gouvernement depuis 2 ans, et que peut-être on aurait pu imaginer depuis 2 ans un minimum d'initiative européenne du président de la République française et de la majorité qui le soutenait. Pardonnez-moi, je n'en vois aucune. Sur tous les grands sujets qui préoccupent les Français, comme par exemple sur l'immigration, sur les questions de lutte contre le dumping fiscal, par exemple, le taux d'impôt sur les sociétés. Voilà un vrai sujet. 36% en France, 23% dans l'Union européenne. Quelle initiative a été prise par François Hollande pour que les entreprises françaises soient plus compétitives? Le premier thème que vous avez abordé, c'est l'immigration. J'avais préparé une question là-dessus, justement, parce que j'ai préparé un peu cette émission et ce débat, et chaque fois que je vois une déclaration de Guillaume Larrivé, ça commence par l'immigration. Est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est pour éviter que le Front National occupe un peu trop de terrain? Pourquoi toujours l'immigration pour l'Europe? C'est un vrai sujet continentale. C'est vraiment un sujet, je pense que chacun peut le comprendre, qui doit se traiter à l'échelle continentale. Pour une raison très simple, c'est que il y a des personnes qui font le choix d'un parcours d'émigration, et notamment en Afrique subsaharienne. C'est parce que le monde est tel qu'il est organisé. Et on voit bien que leur choix se dirige vers l'Europe. C'est à l'échelle de l'Europe qu'il faut s'organiser intelligemment, en ayant une politique équilibrée, et notamment en assumant le fait qu'on dialogue du continent européen avec les pays d'origine, en liant les questions d'aide au développement et les questions de circulation, de formation. C'est un sujet éminemment continental. Et d'ailleurs, c'est une différence majeure avec le Front National. Le Front National, lui, veut, grosso modo, sortir de l'Europe et isoler la France. Et on voit bien que sur cette question migratoire, ce serait un contresens absolu. Si on veut une politique équilibrée, à la fois ferme contre certaines dérives d'immigration clandestine et ouverte à l'égard des étudiants, des jeunes talents, il faut évidemment que ce soit à l'échelle européenne qu'on soit beaucoup plus actif. Ça vous parle, François de Rugy, cette approche? Oui, c'est vrai que nous avons toujours considéré que la question de la gestion de l'immigration, des flux migratoires, des entrées-sorties, à partir du moment où l'Union européenne est un ensemble de libre circulation, ça devait être une question traitée au niveau européen. C'est vrai que les gouvernements européens, c'est toujours le même problème. Comme c'est pas géré par le Parlement européen et la Commission européenne en premier lieu, mais par les gouvernements européens, très vite des intérêts divergents ressurgissent, la façon d'aborder les choses n'est pas la même, etc. On dit non, mais il faut quand même, bien sûr, il faudrait aider la Grèce, l'Italie, l'Espagne qui sont en première ligne, par exemple par rapport au sud de la Méditerranée, mais en même temps on dit non, mais chaque État doit le faire lui-même, c'est pas à l'Europe. Nous, on préférerait qu'en effet ce soit vraiment géré à l'échelle européenne, et donc en effet qu'il y ait plus d'intégration européenne sur ce sujet comme sur d'autres, et encore une fois en remettant le Parlement européen au cœur du dispositif, parce que c'est la seule instance vraiment démocratique élue. Encore une fois, les parlementaires européens qui se représentent, par exemple, eh bien, ils rendent des comptes, et c'est normal. Il y a un autre sujet qui est très lié, c'est l'application de la directive européenne sur la libre circulation des ressortissants européens. Lorsque nous étions aux affaires, nous avons bloqué l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen. C'était en 2010, une démarche conjointe du ministre de l'Intérieur français et de Wolfgang Schäuble, ministre de l'Intérieur allemand, qui ont écrit au Conseil européen et à la Commission pour bloquer l'entrée dans Schengen. Donc ce problème est, s'agissant de Schengen, relativement derrière nous. Il y a un autre sujet, c'est la libre circulation des Européens, et pour dire les choses, notamment un certain nombre de minorités qui résident en Roumanie et en Bulgarie, et notamment la minorité rome. C'est un vrai sujet qu'il faut aborder de manière responsable. Est-ce que le droit européen actuel est complètement opérationnel? Je ne le crois pas. Vous savez, il y a
12 ou 13 milliards d'euros que les États européens ont mobilisés pour l'intégration de ces minorités en Roumanie et Bulgarie. Et en réalité, elles sont encore chassées quasiment par ces pays. Ça ne va pas. Et je pense qu'il faudra modifier le droit européen là-dessus et notamment éviter en réalité que des pauvres gens s'installent dans notre pays dans des conditions parfaitement indignes et insalubres. Et je pense qu'il y a une discussion extrêmement vigoureuse à avoir sur cette question. Réformer de fond en comble Schengen d'une part et d'autre part remettre sur la table le dossier de la directive sur la libre circulation des ressortissants européens pour que on ne séjourne au fond dans un pays européen que si on a un emploi ou des chances vraiment raisonnables d'obtenir un emploi. Difficile de parler d'une seule voix à l'UMP. On a vu M. Wauquiez, M. Guénaud, on a même vu M. Alain Juppé, qui d'habitude est plutôt mesuré, réclamer que M. Guénaud quitte l'UMP. Pas facile à gérer tout ça lorsqu'on est directeur de campagne. Vous savez, j'aborde tout cela avec beaucoup d'humilité, mais en ayant aussi le sentiment que, à 37 ans, j'appartiens peut-être à une génération qui a envie un peu de sortir de ces débats très respectables, mais qui ont, traversé la famille politique de la droite et du centre pendant des années. On ne va pas remonter à Mathusalem, mais enfin, souvenez-vous des débats entre le Jacques Chirac des années 70 et Madame Simone Veil, puis les débats entre Valéry Giscard d'Estaing. C'est fini tout ça chez les jeunes politiques ? Non, je pense que ça appartient un peu au passé. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que nous avons un projet que je vais d'ailleurs offrir à la fin de l'émission à François de Rugy. On a un projet qui a été travaillé, qui a été approuvé grosso modo par 90% des membres des différentes instances de consultation, de délibération et de décision de l'UMP. Voilà, travaillons sur ce projet. Mais ceux qui sont contre, il faut qu'ils sortent ? Non, moi je suis pas du tout pour une organisation de cette nature. Je suis pour la liberté du débat, mais je veux quand même rappeler qu'on a un projet qui réunit grosso modo 90% des membres de l'UMP. Et vous savez, on est le premier parti de France, on est une grande formation politique qui couvre un spectre très large du débat politique national. Il est assez légitime qu'il y ait parfois des solistes. Il y en a aussi à Europe Écologie Les Verts, je crois, François de Rugy. Mais moi je trouve ça un peu dommage qu'on essaye de mettre la poussière sous le tapis, si vous me permettez l'expression, dans certains partis politiques ou comme à l'UMP, dire mais non, mais ça c'est des vieilles histoires. Moi je suis pas du tout d'accord avec M. Guénaud ou avec M. Wauquiez, revenir à l'Europe à 6, enfin on voit bien que c'est une illusion, c'est une chimère et ce ne serait pas une bonne chose. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'on fasse comme s'il n'y avait pas de débat. Quand je lis l'interview de M. Juppé il y a quelques jours dans le journal Le Monde, je me dis bon, c'est quelque chose de sérieux, je vais le lire attentivement. Ce que j'ai fait, c'est continuons comme avant. Il n'y a rien à changer. Il faut tout continuer comme avant. Le seul problème, à la limite, c'est qu'on continue pas assez. Il faudrait faire tout ce que la Commission européenne de M. Barroso, je rappelle par exemple que M. Barroso, qui a été pendant 10 ans, c'était assez rare, président de la Commission européenne, soutenu par les partis de droite, nous l'avions combattu. En 2009, quand il a été candidat à sa réélection, Danny Cohn-Bendit a pris la tête de celles et ceux qui disaient non, il faut pas le reconduire. Donc nous, on est cohérents sur ce point. Eh bien, là, c'est pareil. Il faut quand même qu'on dise aux Français quelles évolutions on veut pour l'Europe. C'est trop facile là aussi de dire sur la Bulgarie et la Roumanie, c'est le problème de Schengen. Alors plus personne n'y comprend rien d'ailleurs à cette histoire de traité de Schengen, parce que Schengen c'est un traité, mais c'est que on a voulu l'élargissement et notamment les partis de droite. Ils n'ont eu de cesse de dire il faut faire l'élargissement pour avoir une zone de libre-échange plus étendue. Et puis excusez-moi, je finis. Et une fois que l'élargissement est fait, il y a des problèmes avec les Roms, il y a des problèmes économiques avec les délocalisations. Eh bien non, il faut arrêter cette fuite en avant dans l'élargissement. Il faut essayer de pas tout mélanger, être un petit peu rationnel. Le fait que des pays libérés du joug communiste aient rejoint l'Europe démocratique, c'est bien. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à organiser l'Europe avec ce qu'on appelle des cercles à géométrie variable. C'est en réalité très simple. Ça veut dire que sur certains sujets, il faut qu'on soit 28. Et notamment, il faut qu'on soit 28 politiquement et aussi dans l'organisation commerciale. Mais sur d'autres sujets, il faut qu'on soit plus intégrés dans la zone euro, par exemple, pour nous rapprocher budgétairement de l'Allemagne et d'autres pays qui sont bien gérés. Et puis sur d'autres sujets, il faut travailler à 8, 9, 10. C'est ça, il faut une approche pragmatique. Et ça, cher François de Rugy, c'est au cœur du projet de l'UMP que vous allez lire en sortant Messieurs, merci. du plateau. Vous entendez peut-être piétiner à l'entrée, là, Gérard Leclerc, Yves Tréhard, Élise Carlin et Bruno Mazur, car c'est le débat des éditorialistes. On a empiété, voilà, François de Rugy va s'éclairer dans les minutes qui viennent. Merci, messieurs, d'avoir entamé cette journée avec nous et de nous avoir éclairé sur ces élections européennes.